Alors, mon titre, vous l'aurez reconnu, vient d'une parenthèse qui se trouve dans Petit essayistique en 1983. Il m'est venu, il y a quelque temps, un titre qui me plaît beaucoup, sur un adage d'Erasme. Je compte écrire bientôt un essai afin de pouvoir l'utiliser. Bello n'a pas utilisé ce titre, je l'utilise, mais je vais vous faire un aveu, bien sûr, je ne vous parlerai pas d'un adage d'André Bello, un adage au sens strict étant une maxime pratique ou juridique ancienne et populaire. Ce que je vais faire, c'est plutôt réfléchir à une phrase d'André Bello. Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Alors, cette phrase, elle est tirée d'un article qui s'appelait « À l'origine, langue et nationalisme » en 1983, et l'article, l'essai a été repris plusieurs fois sous le titre « Pour un unilinguisme antinationaliste ». À l'origine, c'était une communication, qui joue d'ailleurs un certain rôle dans le type d'énonciation de Bello, par la première publication du texte, une communication, un colloque qui s'appelait « Langue et société » à Québec en 1982. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment Bello, dans ce texte, Langue et nationalisme, et par cette phrase, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler, comment Bello peut nous aider à penser la question linguistique en 2015 au Québec. Alors, souvenez-vous, Bello, donc, fait cette communication en 82. Il écrit à ce moment-là, 5 ans après l'adoption de la Charte de la langue française, la loi 101. Il la défend dans son texte, très précisément, et surtout, et ça c'est le bout qui m'intéresse, il veut remotiver profondément les raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait la loi 101. Donc, volonté non seulement de défendre, mais d'expliquer sur de nouvelles bases. La Charte de la langue française a aujourd'hui 38 ans. Alors, comment est-ce qu'on peut la remotiver? Est-ce qu'il y a moyen de la remotiver à partir du texte de Bello? Pour faire ça, je vais inscrire langue et nationalisme dans une double histoire, une histoire un peu plus longue qui est celle des réflexions de Bello sur la langue, et ensuite une réflexion qui sera beaucoup plus courte, mais je vais y revenir en conclusion. Ce deuxième contexte est celui des réflexions de Bello sur le nationalisme. Et au terme de mon parcours, ce que je voudrais faire, c'est proposer, alors je n'ai pas trouvé le meilleur terme, vous me le passerez, j'espère, je voudrais proposer quelques prolongements à cette phrase d'André Bello. Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Il me semble qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin que cette phrase, et ça nous permettrait peut-être de remotiver le débat linguistique. Donc d'abord, Bello et la langue. À mes yeux, il y a 3 Bello en matière de langue. Le premier, celui qu'on aimerait mieux ne pas trop lire et ne pas trop voir, mais qui est là, et qui est Bello le pion. Il y a 62 ans aujourd'hui, dans le quartier latin, Bello publie un texte, donc le 17 septembre 1953, qui commençait comme ceci. « Depuis que les gens ne se mettent plus en tête de vous engueuler à cause de l'orthographe de vos imparfaits du subjonctif, pour la bonne raison que vous vous gardez d'employer ce mode, vous êtes en droit de vous demander s'il ne vaut pas mieux consacrer les ressources multiples de votre prose à la récente et sanglante grève des coupeurs de paille ou Zululand. » Le premier texte commence par ça, et plus loin, vous avez une phrase du genre « Il y a 2 siècles, au temps où les gens connaissaient la grammaire. » Bref, le niveau baisse depuis longtemps, c'est ce que nous dit Bello dans ce texte de 1953. Alors, dans les années 1950-1960, Bello a toute une série de textes comme ça, où il va reprendre des auteurs en fonction de ce qu'il considère, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs très clair, leurs incorrections linguistiques. Il s'en prend à Pierre Gélinas, à Gérard Bessette, parfois à Claude Jasmin, à Diane Giguère, à Jules Marceau. Alors, dans un texte qu'on a cité ce matin, que j'ai publié il y a presque 25 ans, le statut de la langue populaire dans l'œuvre d'André Bello, j'avais essayé de montrer comment cette facette-là du travail de Bello s'atténuait, disparaissait presque au début des années 70, et j'essayais d'arrimer cette transformation du rapport de Bello à la langue à sa découverte de Bakhtin et à sa lecture de Rabelais par Bakhtin interposé. Il y a un deuxième Bello en matière de langue qui m'intéresse, parce qu'il est présent dans le texte de la langue et nationalisme très précisément, c'est Bello, le lecteur de textes de linguistique. Il y a une bibliothèque linguistique de Bello, on pourrait la faire. Dans Langue et nationalisme, c'est Marcel Cohen, c'est Mario Pei, c'est Louis-Jean Calvet, c'est Worf et Sapir. Donc il y a moyen comme ça de voir quelles sont les lectures linguistiques de Bello. Ce qui est plus intéressant, peut-être, et probablement plus significatif, c'est ce que Bello dit de la linguistique dans ses cahiers de lecture. François Dumont citait ce texte inédit ce matin. Je cite 2 passages qui montrent ce que c'était que la science de la langue pour Bello. C'est peut-être plus clair là que dans ses diverses allusions, dans ses essais et études critiques.
Premier passage, il date d'avril-mai 1980, hiver 1968, je suis étudiant à l'Université de Montréal, je travaille dans ma chambre. Est-ce que je revois des notes de cours, prépare un examen, fais un devoir, je ne sais plus trop. Mais il s'agissait de philologie française, joie intense, profonde, libérante du travail intellectuel, sentiment de coïncider parfaitement avec ce que je faisais. Donc on voit là, dans Bello, étudiant, il vient de revenir à l'Université de Montréal, cet investissement dans, ici, la philologie. Deuxième exemple, celui-là de juillet 1979. Alors les gens qui sont déjà allés chez Bello ici se souviendront de quoi avait l'air son salon. Ajoutons à cela la lecture et la mise en fiche des numéros nombreux des revues spécialisées qui s'étaient accumulées pendant ma maladie, littérature, poétique, le français moderne, langue française, le français aujourd'hui, le français dans le monde. Manifestement, il y a là une lecture suivie de ce que c'est que l'actualité linguistique. Enfin, troisième Bello en matière de langue, Bello l'essayiste. Et là, je vais reprendre à ma façon une chose que Michel Béron a dite ce matin sur le plan de la lamentation. Il me semble qu'il y a de la lamentation chez Bello, mais il n'y a pas que de la lamentation. Il y a donc deux faces, si l'on veut, de Bello essayiste. La première face, on la trouve dans l'effet de Rome. L'effet de Rome, vous vous souvenez, c'est ce texte assassin où Bello montre comment la prononciation des noms étrangers à l'anglaise à Radio-Canada est le signe d'une aliénation culturelle. Ça, c'est une vieille idée de Bello. Bello écrit d'abord là-dessus en 1974 dans sa préface à la Sagouine. Il écrit un texte sans titre en 1976 dans Liberté et il fait paraître ce texte en 1980 dans la même revue Liberté. Quand on lit les cahiers de lecture, on voit la place que Bello voulait donner à ce texte-là. Alors, je cite un passage du 24 décembre 1984. « Écrire un essai un jour sur la décomposition culturelle du Canada français. Un discours dépourvu de tout esprit de regret ou de revendication, appliqué à voir et à donner à voir les signes, deux points, et là il fait la liste des sujets qu'il va aborder, l'effet de Rome, les maisons des villages, l'oubli des chants de Noël, les références culturelles. Dans le Time récemment, article sur la traduction anglaise des lettres de Madame de Sévigné, ceci intéresse le Time, mais non nos cégeps. Émission culturelle, parenthèse, point d'interrogation de Radio-Canada, programmation générale de Radio-Canada, lire et organiser la multitude des signes. Ben là, on a le Bello de la lamentation dont parlait Michel ce matin. On a un Bello pessimiste, crépusculaire, sombre. Hein? C'est bien un texte qu'il voudrait faire sur la décomposition culturelle du Canada français. Vous aurez remarqué que dans cette énumération, il manque langue et nationalisme. Il me semble qu'il y a effectivement chez Bello, essayiste en matière de langue, un autre versant qui n'est pas crépusculaire et que vient exemplifier langue et nationalisme. Michel Lacroix, dans la question qu'il vient de faire à Pierre, parlait de l'optimisme. Il y a une expression de Michel Serres que j'avais notée ici, que je trouve assez juste pour rendre ce que veut faire Bello en matière de langue dans ses essais. Michel Serres parle d'un optimisme de combat. Il me semble que c'est ça qu'il y a dans langue et nationalisme, plutôt qu'une simple lamentation. Donc voilà pour le parcours en matière de langue. Évidemment, je vais très vite pour essayer de trouver quelques grandes avenues de la réflexion de Bello sur ces questions. Je serai beaucoup plus rapide sur la question de la nation parce que je vais revenir à la fin. Encore une fois, là, je suis très ternaire. Trois Bello en matière de nation. Celui qui prend acte de l'existence du nationalisme, qui essaie de l'interpréter, de le définir. Dans langue et nationalisme, il y a une définition de ce que c'est que le nationalisme. Il y a aussi un Bello, et on le dit, Pierre le dit, François en a parlé ce matin, il y a un Bello qui refuse le nationalisme, on va même préciser le nationalisme traditionnel, et qu'il refuse avec violence. Je cite une entrevue de 1978 dont on a déjà entendu parler ce matin. Donc Bello dit, dans les années 50, on était tous opposés à l'indépendance, ça n'avait rien à voir, on refusait un petit Portugal cléricalo-totalitaire, c'était de la merde, ça, pour nous. Hein. Là, le refus, il est très net, il est clairement exposé. Le troisième Bello, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est celui qui, et ça Pierre le disait à l'instant, veut changer les catégories dans lesquelles on va aborder les questions qui sont celles du politique, de l'idéologique, du littéraire au Québec. Je cite de nouveau, c'est dans Parler la France en 1981. Le discours québécois est bloqué dans une question nationale obsessionnelle et indépassable. Nous en sommes tous là. Comment le libérer?
comment libérer le discours québécois. Il faudrait réussir à parler d'autre chose qui soit au fond la même chose, car on ne pourra jamais faire comme si la question n'existait pas. Ça, je ne dis pas de dire que le nationalisme n'existe pas, le nationalisme existe. Comment faire pour en parler autrement? Hypothèse, laisser parler en nous la France aiderait peut-être à alléger et disjoindre un discours figé dans le béton national. Alors, comment sortir de ce béton national? C'est, me semble-t-il, la question la plus intéressante que pose Bello au nationalisme, et je vais y revenir en conclusion. J'en viens donc à « Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler ». Alors cette phrase, à mes yeux, elle est capitale. Elle est capitale pour une raison un peu bête, un peu simpliste, mais qu'il faut souligner quand même. Ce que fait Bello en disant ça, c'est qu'il ramène la langue à du linguistique. Il ramène la langue non pas à des causes externes, il faudrait parler français parce que nos ancêtres parlaient français, il faudrait parler français parce que le français est une langue menacée qu'il faudrait défendre, il est contre cette défense du français. La justification que donne Bello, elle est très claire dans cette phrase, c'est que le français est nécessaire et indispensable pour des raisons, pour aller vite, internes. Bello dit « le langage, c'est la faculté humaine fondamentale. Ce langage s'incarne nécessairement dans une langue. Au Québec, il s'incarne dans le français. Donc, nous avons besoin du français pour parler. Si nous n'avons pas le français, nous ne pouvons pas parler. » Ça me semble être une bonne façon d'aborder la question, plutôt que de toujours la ramener à des circonstances extérieures. Donc ça, c'est ce que dit Bello. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin à partir de cette phrase-là? Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Ben, je dirais d'abord que quand Bello dit ça, il ne dit pas tout à fait ce qu'il pratique lui-même. Et donc je reformulerai un peu la phrase en disant « Nous avons besoin de tout le français pour parler ». Donc pas le français comme essence, qui serait une langue qui flotterait au paradis des essences, mais bien quelque chose d'incarné très précisément. Donc Bello ne le dit pas comme ça, mais il me semble que Bello, article par article, essai par essai, page par page, fait la démonstration de cette nécessité d'avoir accès à l'ensemble du français pour parler. Comment ça se manifeste dans Langue et nationalisme? Ben, nous avons besoin de la langue populaire québécoise, ce qui donne les langues sont des guidounes et non des reines. Il aurait écrit cette phrase-là 15 ans, 20 ans plus tôt, il se serait excusé d'utiliser le mot guidoune, ou il l'aurait mis en italique ou entre guillemets, ou les deux, pas ici. Nous avons besoin non seulement de la langue populaire québécoise, mais nous avons besoin d'une langue populaire qui n'est pas, elle, uniquement québécoise, qui est hexagonale, française, si vous voulez, hein, quand il parle d'interpellation flicarde. Nous avons, et là c'est plus paradoxal et c'est plus intéressant, nous avons aussi, quand nous voulons parler de langue au Québec, nous avons aussi besoin de l'anglais. Alors, dans un texte qui s'appelle « Pour un unilinguisme antinationaliste », l'anglais est fréquent. Il est fréquent, cet anglais, chez Bello en général. Quand on relit l'ensemble de ses textes et quand on relit ses cahiers de lecture, le recours de Bello à l'anglais est constant. Là, vous avez une phrase hein, qui est parfaitement en plus intégrée à la phrase. Vous avez une phrase en anglais intégrée à la phrase en français, sans traduction. La minorité dominante, laquelle a inventé au jugement du linguiste américain Mark Opie, « One of the most intolerant linguistic insults on the record, speak white ». Pas de traduction, pas d'explication, ça fait partie de la prose de Bello. Ailleurs, vous avez « So it goes »,« Of all places », c'est « Beautiful people »,« Speak white »,« Black is beautiful »,« frog power ». Donc ce texte est nourri d'anglais. On voit bien là l'effet de l'influence de Bakhtin, ce que Bakhtin pourrait appeler la polémique des langues, ce que Bello, lui, appelle l'interaction linguistique. C'est là très clairement. Souvenez-vous, Bello écrivant qu'il faut absolument prendre conscience du caractère profondément hétéroglotte du Québec, plusieurs niveaux de langue, sans compter le français de France et l'anglais. Donc là, il y a une réflexion qui correspond bien à sa propre pratique de la langue. Il y a encore moyen de reprendre la phrase, ma phrase de départ, sous un autre angle. Je dirais maintenant la chose de la façon suivante. Nous avons besoin de comprendre le français pour parler. Alors, je ne parle pas ici d'une connaissance, d'un savoir ou d'une maîtrise strictement scolaire de la langue. Donc, il ne s'agit pas de maîtriser le code linguistique, ce n'est pas de ça dont il s'agit ici à mes yeux. Il s'agit de pouvoir faire ce travail d'interaction linguistique, cette mise en discours, de la façon la plus consciente possible. Maîtriser la langue, me semble-t-il, pour Bello, c'est cette volonté de pratiquer l'interaction linguistique en pleine connaissance de cause.
C'est ce qu'il dit dans l'ordinateur saisi par le mythe, qui est un texte de 84, parfaitement contemporain de l'autre. Être sujet dans la communication, c'est avoir une attitude réflexive envers les multiples langages qui m'habitent et me constituent. C'est forcément choisir, etc. On fait ça mieux quand on sait ce que l'on fait. Jean-Marie Klinkenberg vient de sortir un livre qui s'appelle « La langue dans la cité », où il y a un passage qui me semble très très proche de ce que Bello indique là. Klinkenberg disant « Il est absolument indispensable de rendre explicite en matière d'usage sociaux de la langue ce qui trop souvent est implicite. » Enfin, et je vais conclure là-dessus, dernière façon de prolonger la phrase de Bello, et là je suis dans l'ordre du souhait plus que dans l'ordre de la réalisation concrète. On pourrait formuler les choses ainsi: nous n'avons pas besoin de parler français pour défendre la nation, ou nous n'avons pas besoin de défendre la nation pour parler français. C'est probablement la chose la plus difficile à concevoir en 1982, quand Bello fait sa conférence initiale, et c'est probablement la chose la plus difficile à concevoir encore aujourd'hui. Pour le dire bêtement, comment faire pour sortir d'une réflexion nationaliste quand il est question du français au Québec? Alors, je vous relis l'incipit du texte de 1983. Donc, souvenez-vous, il est dans un colloque, on lui a posé une question, il va répondre, en fait, il ne va pas répondre, il devrait répondre à la question qu'on lui pose. La présentation de cette séance comporte 3 questions. 1. Dans quelle mesure le nationalisme québécois a-t-il contribué à la sauvegarde de la langue? 2. En la sauvegardant, donc c'est réglé, jusqu'à quel point le nationalisme a-t-il influencé la langue dans son vocabulaire et dans son esprit? 3. Pour que soit assuré l'avenir de la langue des Québécois au sein de la société nord-américaine, dans quel sens le nationalisme québécois devra-t-il évoluer? Donc les termes de la question sont parfaitement clairs. Hein? Langue et nationalisme, ça va ensemble. Ça va de soi. Bello refuse les questions. De mon point de vue, la meilleure question est la 3e. Les 2 premières ont le défaut, en effet, de n'avoir qu'un intérêt historique. Et aux yeux de l'histoire, de quel nationalisme s'agit-il, s'agirait-il? Et là suit un passage dans lequel Bello explique qu'on ne s'est pas interrogé en posant ces questions sur les mots mêmes qu'on utilisait. Alors vous savez, Bello aime bien proposer un certain nombre de distinctions paradoxales dont il est très souvent le seul défenseur. On le dit tout à l'heure, il est contre le nationalisme, mais il est pour l'indépendantisme. Il est contre le nationalisme et il est pour le fédéralisme. Il est contre une défense, une promotion nationaliste externe de la langue, il est pour une promotion interne de la langue. Pour moi, aujourd'hui, réfléchissons aux questions de langue au Québec, c'est cette réflexion-là qui me paraît la plus forte, la plus riche. Comment, je reprends l'expression de tout à l'heure, comment faire pour sortir du discours figé dans le béton national lorsque l'on veut comprendre la langue aujourd'hui, la promouvoir, la défendre, l'inscrire dans la société, trouver la façon de formuler les choses qui vous convient. Je ne connais personne d'autre à avoir formulé la question dans ces termes-là. Il y a donc quelque chose d'inouï dans cette façon qu'a Bello d'opposer radicalement la pensée nationaliste et la défense du français. On pourrait imaginer aujourd'hui que cette phrase-là, dans la lecture que je lui donne, trouverait à s'inscrire dans une conjoncture favorable. Que nous disent les études francophones? Les études francophones rappellent une chose que Bello dit clairement dans son texte, hein, je cite un passage de Langue et nationalisme, qu'une indépendance politique souhaitable, finisse un jour ici par se substituer à un nationalisme actuel inévitable, ne veut nullement dire de toute façon que la fameuse équation État égale nation égale langue unique soit un principe clair et indiscutable. Bien, les gens qui travaillent en études francophones aujourd'hui, c'est leur point de départ. Si vous travaillez en francophonie africaine, évidemment, l'équation État égale nation égale langue unique n'a aucun sens. Donc, pris en conjoncture, on pourrait peut-être se dire, tiens, il y a quelque chose là d'intéressant. Je donne un autre exemple de conjoncture sur le plan scientifique. Et là, je rejoindrai ce que Lucie Robert disait ce matin sur son 4e type, si j'ai bien noté, de paramètres, tout ce qui concerne le contact des langues. Alors, Lucie a cité René Balibar au linguisme. On pourrait penser à l'hétérolinguisme, au plurilinguisme chez René Grutman. J'ai vu passer des choses sur le multilinguisme, sur le mixtilinguisme. Il y a un livre de François Grosjean qui vient de paraître très récemment, qui en apparence porte sur
le bilinguisme, mais qui porte pour vrai sur l'ensemble des contacts de langue, ça veut parler plusieurs langues, le monde des bilingues. Donc, le contexte scientifique semble prêt à accueillir ce genre de réflexion sur de nouvelles bases en matière de langue. Il me semble que le contexte intellectuel québécois pourrait aussi, en conjoncture, s'y prêter. Et là, je pense à deux textes de Pierre Neveu qui ont paru en 2012 et un truc en 2013. L'un, d'ailleurs, faisant allusion précisément à langue et nationalisme, et dans lesquels Pierre essaie de montrer comment, si l'on veut aujourd'hui comprendre la situation linguistique montréalaise, le seul cadre du bilinguisme ne marche plus. L'idée qu'il y a deux langues à Montréal, avec des relations qui changent historiquement, est une idée qui ne peut plus tenir, tout simplement parce que Montréal est une ville où il y a des contacts linguistiques continuels. C'est la phrase à laquelle Pierre fait allusion dans son texte est la suivante, la phrase de Bello. « Pensez-vous que nos enfants vont accepter bien longtemps cette approche muséologique, donc de défense du français comme artefact menacé par la méchante langue anglaise ?» Donc, un contexte scientifique qui devrait nous aider à aller de ce côté chez Bello, un contexte intellectuel qui devrait aussi nous aider à aller du même côté. Cela étant, je vous le confesse et je termine là-dessus, je ne suis pas exagérément optimiste en cette matière. Merci. Merci Benoît. On a parlé depuis ce matin de Bello, de sa position d'amertume, position optimiste ou pessimiste. Puis je pensais en t'écoutant Benoît à une phrase de Gramsci que j'aime beaucoup. Je me demandais si ça ne pouvait pas aller à Bello, qui était, je cite de mémoire, il faut associer le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est peut-être un peu comme ça que Bello. L'optimisme de combat. Attention, parce que tu cites là la façon dont Bello cite Gramsci. Mais la phrase de Gramsci, c'est associer le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de l'action. T'es sûr? Oui. On ira aux sources parce que moi je suis pas sûr, mais c'est Bello, c'est pas Gramsci le colloque, mais on en fera un autre, on fera une annexe. Bon, alors donc, vos questions sur cette communication sur la langue à partir de cette phrase que tous les lecteurs de l'oreille tendue connaissent bien, puisqu'elle est en exergue du blog. Vos questions? Michel? Il y a pas une conjonction aussi étonnante qui caractérise un peu Bello, c'est que il y a un bâtiment comme lui qui a développé sa pensée sur la langue d'une certaine manière, comme M. Liberté dans les années 60, à partir d'une opposition au bilinguisme. Donc la conjonction anti-bilinguisme et multilinguisme est assez étonnante, caractéristique du temps de Bello. Mais là où je voulais terminer, c'est vers la question des littératures nationales. Parce que c'est un autre élément qu'on va aborder, mais dans un des colloques de liberté sur les littératures nationales, il y a un numéro assez intéressant. Il y a la préface de la présentation de François Ricard qui est plutôt sceptique par rapport aux littératures nationales. On sent qu'il y a comme un basculement de la part, on s'en va parce qu'il est pas un peu dans ce colloque-là. Puis, Dominique Fernandez joue le rôle du français universaliste en disant peu importe le lieu, c'est le lieu idéal qui est important, puis pour moi c'est la Sicile. Et là, il y a Bello qui rentre littéralement dedans en disant oui, mais le sicilien pour lui, là, la langue c'est pas l'italien, puis nous au Québec, c'est pas exactement la même chose. Et donc, là, Dominique Fernandez peut absolument rien répondre, il semble Lucier tenter vaguement une réponse, puis ça se brise. Et donc, Bello est de ce côté-là, côté d'une sorte de nécessité historique des littératures nationales. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution? Il en parle rarement, en fait, de l'idée même de littérature nationale. Il parle de littérature québécoise. C'est un peu les rares moments, il me semble, où on voit parler de ça. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu as vu des traces d'autres moments de réflexion? Est-ce qu'on peut s'en parler de ce que le fait sur la langue pour essayer d'éliminer? Alors, sur la question du bilinguisme, il me paraît que Bello a réussi, par rapport à d'autres auteurs de liberté, mais je peux me tromper, à sortir plus rapidement qu'eux de la question strictement bilingue.
Là, j'y reviens, là, je pense que la lecture de Bakhtin, pour lui, nécessairement, multiplie les langues et sort de ce cadre-là, que pourtant lui connaît intimement, hein, fonctionnaire fédéral, etc. Donc il a été formé dans ce cadre-là. Il me semble que lui, il réussit à sortir plus rapidement que les autres de ça. C'est une impression. Sur la question des littératures nationales, alors il y a des textes que j'ai laissés de côté aujourd'hui, où on voit Bello prendre des auteurs emblématiques de ce que serait la littérature nationale de son époque, Godbout, Bessette, et essaie justement de les sortir d'un strict cadre québécois. Je pense à sa lecture notamment d'Amont PQ, où il essaie d'opposer. Alors, lui, il oppose deux codes. Je ne suis pas sûr que ce soit deux codes, mais c'est le terme qu'il utilise, le code français et le code québécois. Et donc, il met sous le terme code français un certain nombre de mots et sous la liste code québécois d'autres mots. Mais là, il y a manifestement chez lui, effectivement, me semble-t-il, l'idée qu'on ne peut pas travailler en vase clos. Donc que la littérature québécoise, comme n'importe quelle littérature, c'est encore une fois la lecture de Bakhtin, l'influence de Bakhtin, est traversée d'une série de langues. Et donc on peut bien essayer de lui donner des frontières, en même temps, quand vous publiez un texte au Québec, ben, il y a de l'anglais, il y a la norme française, il y a le joual, qui est d'ailleurs, pour Bello, une chose très bizarre, hein, il en parle à quelques reprises, mais il n'arrive pas vraiment à faire son lit là-dessus. Hein. Parfois ça a l'air plutôt positif. Je ne sais plus qui ce matin citait notre langue comme blessure. Il y a là quelque chose de plus positif.